Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Ici, on va parler de littérature japonaise et de traduction. Je m'appelle Alexandre, je suis moi-même traducteur. Je travaille sur plusieurs séries que vous pouvez trouver sur la plateforme Picoma. Et je suis pas tout seul, avec moi il y a un autre traducteur du nom de Patrick Honoré. C'est quelqu'un qui a disons un peu plus d'expérience que moi. Il est un petit peu plus connu. Tous les deux, on a eu envie de créer cette chaîne parce que on se sent un peu seul parfois derrière notre écran. On n'a pas beaucoup de retours de lecteurs et on s'est dit que ce serait sympa de venir partager ici les coulisses de la traduction et puis de vous parler aussi de livres qui nous tiennent à cœur. Pour cette première vidéo, on a décidé de parler d'un livre que Patrick a traduit, Et vous, comment vivrez-vous de Yoshino Gainzaburo. C'est un bouquin qui est sorti en 1937 au Japon. Il est arrivé en France en 2021 et l'édition de poche date de 2023. Donc vous l'avez peut-être vu passer en librairie avec un joli bandeau rouge, parce que c'est le livre qui a donné son titre au dernier film de Miyazaki, en tout cas en japonais. Cela dit, l'histoire n'a absolument rien à voir avec le garçon et le héron. C'est pas une grande aventure. Ici, on est plutôt sur une sorte de récit philosophique à destination de la jeunesse. Le personnage principal, c'est un garçon de 12 ans surnommé Copper, en référence à Copernic. Un garçon qui, à son âge, commence à se rendre compte que le monde est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que ce qu'il imaginait. On le suit dans sa vie quotidienne, on voit comment des expériences, des événements l'amènent à réfléchir et à grandir en tant que personne. Il a aussi un oncle avec qui il discute beaucoup et qui l'aide à développer sa pensée. Et voilà, c'est un peu tout ce qu'on peut en dire dans les grandes lignes. Alors présenté comme ça a l'air assez simpliste et pas vraiment exceptionnel. Et pourtant, exceptionnel, ça l'est. Quand le livre est sorti en 1937, ça faisait déjà 6 ans que le Japon avait envahi la Mandchourie, et mine de rien, le pays se dirigeait lentement vers la guerre. Dans ce contexte, l'auteur fait passer un message qui va complètement à contre-courant. Pour lui, il n'y a pas besoin de dominer, d'écraser l'autre pour prouver sa valeur. La suite de cette vidéo, c'est une longue discussion qu'on a eue avec Patrick. Le but, c'était pas de faire un cours de littérature, on s'est simplement laissé porter par la conversation et on a abordé un peu tous les sujets qui nous venaient à l'esprit. Il y a eu pas mal de choses. On a parlé de la place de ce livre au Japon, de comment il est arrivé en France, des liens qu'on peut faire avec le film de Miyazaki. On a parlé de traduction aussi. Le premier sujet qu'on a abordé, ça concerne un texte qui apparaît dans la version japonaise, mais qui n'a pas été repris en français. C'est une postface qui a été publiée dans une seconde édition, environ 50 ans après la première publication du livre. Et sa particularité, c'est d'avoir été écrite par Maruyama Masao. Pour vous donner un peu de contexte, Maruyama Masao, c'est un intellectuel qui a joué un rôle très important après la guerre au Japon. Il a notamment dénoncé le fascisme, et il a beaucoup contribué à diffuser une pensée pacifiste et démocratique. C'est pas un hasard s'il s'est intéressé à Et vous, comment vivrez-vous. Donc voilà, je vais pas en dire plus, je vous laisse avec la réponse de Patrick. Alors en fait, la préface de Maruyama Masao, c'est une... c'est presque... Enfin, quand vous parlez de ce livre avec un lecteur japonais, il vous en parlera tout de suite de la préface. Elle est presque... elle fait partie du livre maintenant, même si elle a été écrite 50 ans après le livre, mais elle est très importante pour les lecteurs japonais. Et par exemple, quand on nous a dit, quand l'éditeur a décidé de traduire et de publier le livre en français, c'était, enfin, tout le monde insistait beaucoup sur l'idée de publier la postface de Maruyama avec. Et moi, je dois dire que bon, je l'avais traduite, je l'ai traduite, et puis la décision a été prise de ne pas l'inclure. Bon, personnellement, je l'ai un peu regretté. Et, bon, j'espère qu'on pourra en faire autre chose. Hein. L'idéal, ce serait de le mettre sur un site ou sur le site de l'éditeur comme un espèce. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas mis? Ils se sont dit que les Français connaissaient pas Maruyama Masao, que ça servait à rien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a eu plusieurs choses. En particulier, le passage où Maruyama parle du seul personnage féminin de l'histoire, qui s'appelle Kazuko, je crois, qui est la sœur d'un des personnages. Oui, oui. Et c'est elle qui a une fixation sur Napoléon. Oui. Ça. Bon. Et Maruyama, dans sa postface, il dit comment il supporte pas ce personnage. Et
l'éditrice, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est ce vieux, bon, c'est pas un mâle blanc, donc c'est un... en tout cas, elle aimait pas du tout sa façon... Le vieux réac. Alors que Mariama, je veux dire, c'est pas un réac, personne ne le pense comme ça, mais en tout cas, quand il parle de ce personnage féminin pour dire que c'est un personnage qui l'horripile, et l'éditrice disait non, c'est pas possible de mettre ça. Après c'est vrai que la postface de Maruyama, elle donne une sorte de perspective sur comment des jeunes de cette époque-là, il avait fini ses études à l'époque, le livre est sorti, donc il était un peu plus âgé que les lecteurs naturels du livre, mais il explique comment justement il s'est senti tout gamin, alors qu'il croyait avoir fait un doctorat, il croyait être philosophe déjà, et quand il a lu ce livre, il a été à la fois choqué et complètement enthousiasmé par le livre, et choqué de sa petitesse, on va dire. Et après, il explique des bêtises qu'il a fait, avec la police à cette époque-là, puisque il a été, de ce qu'il dit, il a été encore plus minable que le personnage du livre. Je veux dire, en tant que figure de héros, il se trouvait vraiment pas à la hauteur. Et c'est de ça qu'il parle. Et est-ce que pour les lecteurs français, ça apporte quelque chose? Oui, ça donne une certaine autorité au livre, mais ça, je veux dire, sur une 4e de couverture, en disant c'est un livre qui se transmet de génération en génération, encore maintenant. Je trouve qu'il est toujours d'actualité, c'est sûr. Oui, c'est même étonnant. Enfin, on se dit, c'est incroyable, on a l'impression de vivre à peu près la même époque. On se dit, et bon, la postface de Maruyama, c'est vrai qu'elle est, je crois qu'elle fait 15 pages, enfin, c'est pas un énorme texte, mais je crois que la décision a été prise par l'éditeur de finalement ne pas le mettre, parce que, oui, c'est ça, il y avait plus d'enthousiasme sur ce texte, enfin, sur la postface, et le contenu de ce que dit Maruyama, ça peut être assez condensé par l'éditeur sur la 4e. Voilà. D'autre part, je crois quand même qu'on a mis la postface de l'auteur. Oui, c'est pas une postface, c'est une préface. C'est une préface. Bon, en tout cas, on parle du livre pour la 2e édition, enfin pour une édition. C'est ça. Et le texte a été corrigé, voilà, c'est ça. Et ça, c'était une information relativement intéressante pour les lecteurs français, et donc ça a été gardé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui. Je peux raconter aussi à peu près comment le livre, comment ça s'est fait entre l'éditeur et moi, à quel moment ça s'est fait. Alors, je crois que c'est pas moi qui ai trouvé le livre, qui fallait le présenter. J'en avais vaguement entendu parler, mais je n'avais pas lu, et je me disais, les auteurs d'avant-guerre décédés, c'est toujours, bon, à part de grands gras, c'est toujours compliqué à... Bon, enfin, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, c'est un agent à Tokyo qui en a parlé à l'éditeur, Philippe Piquet, ou bien c'était déjà Juliette Piquet, ça j'en sais rien. Il faudrait confirmer, je sais pas. En tout cas, de mon point de vue, c'est Philippe Piquet qui m'en a parlé et qui m'a dit, on a ce livre, tout le monde nous en parle, enfin on en a entendu parler à Tokyo et les gens insistent pour dire qu'il faut absolument le faire. Et, il me l'envoie, je le lis et je trouve ça assez intéressant. Et puis surtout, au même moment, c'était 2018, 19, c'était début 2019, quelque chose comme ça. Il y a eu le livre de Kobayashi Akira Kobayashi. Non. C'est un auteur qui a pas mal de succès, qui vit en France. Enfin, non, maintenant il ne vit plus en France, il est retourné au Japon. Mais en tout cas, il a vécu très longtemps en France, et il écrit en français. Il a écrit plusieurs romans, puis il a eu des prix et tout ça. Et le dernier roman qu'il publiait à ce moment-là, ça s'appelle Âme brisée, je crois.
le livre de Yoshino Genzaburo, ce livre-là, est central dans l'histoire. Et il parle de ce livre-là et de quelqu'un, d'un personnage fictif qui veut le traduire en français. Bon, c'était un hasard de timing, si vous voulez, mais je me suis dit, ça c'est intéressant. C'est un auteur à succès en France, il a un bon public. Et le livre que vous vouliez faire traduire par un personnage fictif, maintenant il existe. La réalité a rattrapé la fiction. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, donc ça pouvait faire une histoire. Et donc j'en parle à Philippe Piquet, et voilà, et il a acheté les droits, et on a programmé la traduction, et ça marche. On était en cours de traduction, je crois. Il y a une autre information qui arrive, c'est que Miyazaki Hayao fait un film S'inspirant du livre. qui va s'appeler comme ça. Et donc, comme on n'avait pas plus d'informations à l'époque, on s'est dit, ça va être l'adaptation de ce livre. Bon. C'est jamais des adaptations très fidèles avec lui. Hein. Non, mais même ça, je veux dire, ne serait-ce que le titre, s'il en parle, enfin, je veux dire, il y avait une espèce de conjonction. Il faut absolument qu'on le traduise. En plus, le livre est vachement intéressant. Et puis, déjà, j'avais trouvé que c'est ça, c'est un livre qui vit encore maintenant. C'est plus une actualité éditoriale, c'est pas un livre dont on parle, etc. C'est dans la société, dans les familles, en fait. C'est un livre qui a une réputation d'être passé comme ça, essentiellement de père à fils. Je veux dire, quand on a des enfants, surtout au Japon, ils se posent des questions, comment il faut... Il faut que les enfants lisent ce livre. Il faut que les enfants lisent ce livre. Mais voilà, c'était un livre qui avait une sorte de non, c'est marrant comme histoire. Parce que finalement, dans le livre, c'est aussi une question de transmission de l'oncle au neveu. Complètement. Peut-être que ça se reproduise dans la réalité, c'est un livre. C'est fou. Et surtout, quand on pense, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup, comme c'est un écrivain, d'accord, mais c'est surtout un éditeur, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui vivait de ses livres. Et donc, ce livre est à la fois, comment dire, une espèce d'ovni, et à la fois, il a complètement, il a réalisé son rêve, d'une certaine façon, le rêve du livre. Et le rêve de l'auteur aussi, mais le rêve qui est décrit dans ce livre, il est devenu réalité d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que toutes les peurs, enfin tous les risques sur le futur qui sont décrits dans le livre sont résolus, mais en tout cas, l'espèce de transmission de il faut une certaine réflexion pour savoir ce qu'on va faire de sa vie, enfin, et pas nécessairement croire toute la mythologie, la doxa, c'est le mot à la mode, non, ça l'était il n'y a pas longtemps. Il ne faut pas se laisser avoir par le discours ambiant et le discours majoritaire. Il faut prendre du recul, faire exercer son esprit critique, on dit en français. Bon, on ne dit pas comme ça dans le livre, mais en fait c'est ça. Bah, c'est ce qui sous-entend. C'est vrai que c'est un livre, je trouve qu'il a à peu près rien à voir avec les idées qui se transmettaient au Japon à cette époque-là. Avec la montée du militarisme, je pense que c'était très minoritaire. Je pense aussi que c'était pas complètement... Bon, ça c'est... Comment dire, je ne suis pas sociologue ni historien, donc j'ai pas d'argument pour démontrer ça, mais mon sentiment, moi, en ayant vécu au Japon, mais alors beaucoup plus tard, dans les années 90, on a l'impression que le Japon est monolithique, comme ça, qu'il y a une mentalité japonaise et que tout le monde est comme ça. C'est pas si vrai que ça. C'est plutôt que dès qu'on parle en public, puis surtout devant des étrangers, et puis bon, moi j'étais un étranger au Japon. C'est ça justement ce que je voulais dire, le discours dans l'espace public, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup comme celui-ci. C'est ça. Mais dans l'espace privé, il y en a peut-être plus que ce qu'on croit. Et c'est ça qui est passionnant de traduire des livres, c'est qu'on traduit des textes qui ne sont pas faits pour la parole publique, justement. Ou en tout cas pas la parole pour l'étranger, au moins. Entre-temps, le livre est sorti, le film de Miyazaki n'était pas encore terminé, et puis on a appris que finalement le film... Allait mettre quelques années encore avant d'arriver. Et puis surtout, il aurait bien ce titre-là, mais qu'en français, ça n'allait pas être ce titre-là.
Bon, en plus, mais même au niveau du contenu, ça n'avait pas grand-chose à voir. Et alors, en plus, en français, ils ont changé le titre du film, ce que je ne conteste pas. Je veux dire, c'est pas un très bon titre pour le film de Miyazaki. En Non, français, parce qu'il y a le livre qui apparaît dans... C'est ça. Il y a juste une petite citation, pas une citation, mais on voit le livre. Oui, on voit le livre. Le sol pose sur son bureau à un moment donné. C'est ça. Alors après, si on veut réfléchir, peut-être, il y a plus que... Oui, il y a des liens à faire, je pense. Il y a des liens à faire, certainement. Mais enfin bon, c'est pas la même histoire du tout. C'est pas du tout la même histoire. Alors, il y a un truc que j'ai pas dit aussi, c'est qu'effectivement, l'édition originale, c'est celle-là, il y a des illustrations. C'est-à-dire qui ont été faites par un illustrateur pour le roman. Et puis il y a d'autres choses, il y a des illustrations qui ont été mises par l'auteur. Donc dès la première édition. Des illustrations un peu vintage, bizarres. Ben oui, c'est ça, parce qu'elles sont des années 30, et donc oui. la reproduction n'est pas terrible. Et du coup, ces textes-là n'ont pas été traduits en français. Donc les légendes des illustrations, moi je les avais traduites, parce que je pensais que les illustrations allaient être incluses. C'est un peu dommage parce que, comment dire, l'illustration sur la loi de Newton, elle est géniale, je trouve. Non, vous n'avez pas trouvé? Je sais pas. Peut-être que pour des enfants qui lisent le livre, ça peut être une bonne illustration. Et les adultes qui savent à peu près de quoi on parle, l'illustration apporte pas tellement quelque chose de mais plus. Je veux dire, l'histoire de la pomme et de Newton, la pomme est tombée, et donc il s'est dit, ah, Eureka. C'est pas lui qui a eu du Eureka. C'est pas lui qui a eu du Eureka. Enfin, l'espèce d'illumination pour trouver la loi de la gravitation universelle. Bon, la légende, tout le monde la connaît, mais c'est pas comme ça que Newton... Oui, mais ils le disent dans le livre, que c'est qu'une légende, on n'est même pas sûr que... Dans ce livre-là? Oui. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'il le dit, et que moi, en fait, cette explication-là, je l'avais eue pas du tout par la légende de la pomme. Moi, l'explication de la loi de Newton, je l'ai comprise, c'est pas que je la connaissais pas, c'est que j'ai compris comment on passait de voir que les choses tombent à la loi universelle. Moi, je l'ai comprise vraiment pour la première fois en regardant des vidéos de conférences d'Étienne Klein. Et c'est exactement cette explication qui est dans ce livre-là. C'est une explication qui est à la fois rationnelle, à la fois juste, et à la fois, elle n'est pas mythologique. La question de la pomme, c'est de la mythologie. Et c'est de la mythologie qui est faite pour les petits enfants d'âge scolaire, pour leur expliquer que les objets tombent et les planètes tournent autour du Soleil, c'est la même chose. C'est bien de l'entendre dire, j'y crois depuis le début, mais je veux dire, je n'avais pas compris quel était le changement d'échelle. C'est un peu la philosophie de base du livre aussi, de toujours changer d'échelle, voir les choses depuis une autre perspective. C'est ça. Et de pas... Quel que soit le sujet, quel que soit le chapitre, ouais. C'est la méthode de pensée sur rien. Exactement. Et je reparle d'Étienne Klein parce que je trouve que c'est extraordinaire. Il essaye toujours d'expliquer les choses par ce qu'il appelle les expériences de pensée des savants. C'est-à-dire que Galilée ou Kepler ou Einstein ou Newton, ils ont fait des expériences de pensée qui leur ont fait découvrir des lois qui, si on regarde le réel, n'apparaissent pas naturellement. Mais ce livre-là, ce qu'il décrit, parce que l'histoire de Newton, justement, elle est plutôt au début du livre, il décrit comment le personnage, le personnage du livre, découvre comment le monde bouge et comment le monde avance, non pas sur des images et sur des mythes et sur des légendes, ou sur des a priori, ou sur des trucs jolis, mais plutôt en faisant une réflexion... Une expérience de pensée. Même il part
des expériences de vie que le petit garçon a avec ses copains. Ah oui, complètement. Et Plutôt après, dans la deuxième partie. Même un peu dans la première, tu peux. Ah oui. Ok. Voilà, ça va pas me revenir forcément. Dans la première partie, il y a cette scène où Cooper est avec son oncle sur la terrasse d'un grand magasin et il voit les voitures rouler, disparaître au virage. Et c'est là qu'il découvre comment on fait une expérience de pensée. C'est-à-dire, il découvre, moi je vois ce petit cycliste là qui porte un livreur en fait, en vélo au milieu des voitures. Moi je le vois, et il ne sait pas que je le vois, mais puisque moi je le vois, alors je peux supposer que n'importe qui dans cette ville me voit, sans doute. Et je ne le sais pas. Mais donc on est tous vus et qu'en fait... On se rend compte qu'il est plus au centre du monde, c'est l'enfant qui découvre que... c'est pour ça aussi que son oncle surnomme Cooper. C'est plus la Terre qui est au centre de l'univers. C'est ça. Et son oncle, à la fois c'est l'adulte, c'est un peu on va dire, c'est la position du père, puisqu'il n'a pas de père. Enfin, son père est mort, donc c'est son oncle qui sert un peu de figure d'adulte. Un peu la figure du mentor. Un peu ça. Et donc ils échangent comment dire, c'est l'oncle qui prend la décision, n'est-ce pas, qui prend l'initiative de voilà un cahier et tu écris tes pensées, ils s'échangent leur cahier comme ça. C'est ça. Il me semble que l'oncle rédige toutes ses idées dans un carnet et qu'il lui donne plus tard. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est pas. Et Cooper, alors comment? Cooper, il les lui dit. Oui, il les lui dit ou lui envoie des lettres. C'est ça, ou par lettre. L'oncle lui répond de vive voix, souvent. C'est ça. Et donc le cahier... à la fin de chaque chapitre, en plus, il développe la réflexion dans un carnet. Mais il n'y a que nous qui le savons. Cooper, lui, ne le sait pas encore. Ça, il le sait à la fin. À la fin, quand on lui donne... Je crois qu'on lui offre aussi un carnet pour que lui, à son tour, il puisse écrire ses propres... C'est ça. C'est beau. Oui, voilà. Continue. C'est ça. Ouais. En fait, moi, le personnage de l'oncle, à la fois, c'est littéraire comme figure. C'est-à-dire, pour que la réflexion passe, il ne faut pas que ce soit simplement Cooper qui raconte sa vie. Oui. Donc il faut qu'il y ait une espèce de regard adulte qui donne pour le lecteur. Voilà, c'est ça. C'est une figure qui permet de parler au lecteur en faisant semblant de parler au personnage. C'est assez classique. Et d'un autre côté, moi je pense que l'oncle, il n'a pas une très grande importance. Il est présent dans tous les chapitres. Il est présent dans toutes ces espèces de commentaires de post-chapitre. Il n'est pas très très présent. En tant que personnage, il n'a pas un rôle, il mène pas d'action. Inversement, quand il vient voir un jour Cooper quand il est malade, oui. C'est tout. Oh, oui, c'est ça. Quand même. Il y a cette décision de dire, mais qu'est-ce que tu essaies de trouver des prétextes, tu as fait quelque chose de mal, mais tu écris. Mais il y a sa mère aussi qui vient au même moment. C'est ça. Avant ou après, je sais plus. Qui discute avec lui aussi. Je crois avant. C'est-à-dire, il n'a pas encore avoué ce qu'il a fait à sa mère, mais sa mère devine que, il y a quelque chose, et elle lui raconte cette histoire de l'escalier, où elle-même, quand elle était jeune, elle avait fait un truc qu'elle a regretté tout le temps, et elle raconte ça en tricotant, je ne sais plus quoi. Elle ne regrette pas qu'elle a fait quelque chose, elle regrette qu'elle n'a pas fait quelque chose. Oui, d'accord. Mais sans savoir exactement quel est le problème de son fils, elle lui dit « Je vois que tu as un problème, t'inquiète pas, j'en ai eu avant toi, et les problèmes sont pas... Je veux dire, ce qu'on a fait, on a fait, et on ne peut pas corriger ce qu'on a fait. Mais on peut aussi profiter des remords qu'on a pour avancer et d'une certaine façon, j'ai trouvé que la mère, elle n'est pas très présente, mais je trouve que le personnage est beaucoup plus, comment dire,
est beaucoup plus fort. Oui, il a plus de relief que l'oncle à ce moment-là. C'est ça. L'oncle, c'est une sorte de cheville littéraire pour que ça tienne debout, mais il n'est pas très humain, on ne sait rien de lui. On sait rien de lui. On sait rien de lui. Presque rien. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. Moi, je détestais pas le personnage de la fille. C'était la sœur de son copain. Moi, je la trouve marrante. Elle est bien. Bon, hein, elle a une vénération pour Napoléon qui fait pas très très moderne, mais il y en a encore plein à notre époque qui ont une vénération pour Napoléon. Ah oui, non, mais ça c'est des professionnels, je veux dire, on ne les compte pas. Hein. Ah non, pas du tout. Ah ouais même ils ont ressorti un film sur Napoléon il n'y a pas longtemps. Et puis, comment dire, elle est médaillée olympique ou elle est pas encore médaillée, mais elle est sélectionnée dans l'équipe nationale olympique du Japon en 1936 ou 1937. C'est drôle parce qu'on sent que c'est une sœur aînée, elle est un peu plus âgée que les personnages, mais en même temps elle reste quand même un peu enfant dans sa tête. Elle n'est pas encore tout à fait adulte. Ah, je l'avais pas vu comme ça. À quel moment Notamment avec sa vénération sur Napoléon et l'oncle après qui vient encore apporter notre éclairage sur le sujet. D'accord. Oui, je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement. C'est une grande sœur, mais c'est vrai qu'elle n'est pas encore adulte. Ouais. Et les autres personnages, les copains de classe en fait, de copains. Oui, il y en a qui sont assez touchants, je trouve. Kitano, celui qu'on appelle Gatchan, je crois. Gatchan. Sur les surnoms, bon, Copper, c'est Copper tout le long du livre, mais en fait, Gatchin, on dit qu'il s'appelle Gatchin, mais en fait, on l'appelle toujours Kitano. Mais après, on comprend qu'il n'est pas si campé sur ses positions que ça, en fait. Il est tout à fait capable d'évoluer. Oui. Ils sont pas monolithiques. Sauf les méchants, peut-être. Les méchants, ils sont méchants. On les voit pas beaucoup. Mais on les voit pas beaucoup. Donc ils font leur truc, et puis c'est tout. Ils sont là aussi parce que c'est pratique dans l'histoire. Bah, il en faut bien. Oui. Il en faut bien, sinon il se passerait rien. Mais ouais, c'est ça. Alors, donc, Kitami, lui, il a un vrai rôle quand même. Hein. Il y a comment il s'appelle Urakawa aussi. Urakawa, lui, il a un vrai rôle aussi, parce que c'est celui qui est socialement... plus bas de l'échelle. C'est ça. En fait, c'est une école, c'est une classe où il n'y a que des fils de bourgeois, et lui... Oui, il vient d'un milieu populaire. Beaucoup, enfin très populaire. D'ailleurs, ça c'était dans la postface de Maruyama, où il reprochait gentiment à l'auteur de faire comme si Copper et ses copains n'avaient jamais vu l'arrière-boutique d'un fabricant de tofu, alors que lui-même, Maruyama, qui était aussi de la grande bourgeoisie, etc., qui n'avait pas de... C'était pas un autre monde. Dans le livre, le monde des ouvriers et des artisans, on va dire, et des commerçants, ça a l'air d'être un truc complètement qu'ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais mangé des taiyaki, etc. Et Maruyama, il dit, bon, arrêtez. Une exagération. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pas très grave, on comprend le propos, en tout cas. Bah, c'est une simplification aussi qui permet de mettre en face à face ce milieu très populaire et je sais plus comment il s'appelle, Mizutani, je crois, son troisième ami. Lui, au contraire, vient d'une famille encore au-dessus. Plus riche, encore au-dessus. C'est ça. Et Mizutani, c'est le frère de la fille. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et eux, c'est donc c'est la grande bourgeoisie. On visite un peu tous les milieux de cette manière. C'est ça. Mais on voit pas les vrais prolétaires à la Zola, quoi, on va dire. Je crois qu'on en parle de loin. Oui, à un moment donné, il en parle, il me semble, des paysans et des artisans vraiment très pauvres. Je ne sais plus exactement à quel endroit. Mais... Est-ce que je confonds ? Il n'y a pas un moment où ils parlent ils sont allés en vacances en train et ils ont vu le quartier, c'est ça ? C'est bien ça. Donc ils ont vu le quartier qui est le quartier, je suppose, qui est le quartier derrière Shinagawa, enfin je veux dire quand on descend vers le sud, là.
Ensuite, ils ont traversé les champs avec plein de paysans qui travaillaient. C'est ça, ils voient les paysans qui travaillent, et puis on voit aussi les zones urbaines, avec beaucoup de fumée et des petites maisons serrées les unes sur les autres, mais il n'y a pas d'interaction directe. En tout cas, ce qui était intéressant pour moi dans la traduction, c'est que le langage du livre est très simple, et c'est intéressant parce que il y a des personnages qui sont bien typés, enfin avec des rôles et des personnalités différentes, etc. Et moi, je crois beaucoup à la traduction comme ça, en personnage. C'est-à-dire qu'il faut voir les personnages, il faut les sentir, il faut pouvoir les entendre aussi, d'une certaine façon, pour pouvoir les faire parler. Et ça, c'est un livre qui se prêtait très bien à ça. Mais est-ce qu'il y avait des différences de niveau de langue entre les personnages qui venaient d'un milieu populaire et ceux qui venaient d'un milieu plus bourgeois? Moi, je me méfie beaucoup de cette idée de niveau de langue. Enfin, est-ce qu'il y avait une différence dans leur manière de s'exprimer? La différence dans la manière de s'exprimer, elle n'est pas dans le fait que le fabricant de tofu, il a un langage que les fils de banquiers n'ont pas, ou le contraire. C'est pas ça. La différence de langage, c'est par exemple, quand quelqu'un est en colère, il est en colère. Et si c'est un fils de banquier de la classe, il a une façon de se mettre en colère. Le fils de fabricant de tofu, il ne se met pas en colère. C'est ça les différences. Ce sont les émotions. Un même personnage a plusieurs émotions, a plusieurs sentiments, et sa façon de parler, elle correspond avec l'émotion du moment. Je ne crois pas du tout à la traduction qui fait sentir la position sociale des personnages par leur langage. Comment vous voulez exprimer ça? Non, mais je suis d'accord, mais c'était juste une question par rapport à la VO. Par exemple, Kazuko, la fille, la sœur de Mizutani, elle est à la fois très enthousiaste, elle rêve d'une évolution, enfin, elle rêve de héros et de Napoléon, et puis elle sait qu'elle-même, elle peut gagner une médaille d'or. Bon, elle est enthousiaste. C'est son enthousiasme qui passe dans son langage. C'est pas un marqueur linguistique. Et Cooper, c'est pareil. Quand il est déprimé, j'espère qu'on comprend qu'il est déprimé. Quand il se demande est-ce que mes amis vont me pardonner ce que je leur ai fait, il y a une vingtaine de façons de le dire. Il y a la façon très lourde, comme je viens de le dire. Et puis il y a la façon sincère, et puis il y a la façon qui croit être sincère, mais où en fait il veut surtout pas avouer ce qu'il a fait. Bon. Donc en fait c'est les personnages, c'est faire que les personnages parlent sincèrement, même quand eux-mêmes ne sont pas sincères. La sincérité de leur tricherie, d'une certaine façon. C'est ça qui est important de faire passer. Pas des soi-disant marqueurs Je pense pas qu'on puisse vraiment traduire les marqueurs grammaticaux, comme vous dites. D'abord, dans les mangas, il y en a souvent des fins de phrases qui peuvent être un peu avec des voyelles déformées, ce genre de choses, quand les personnages s'expriment de manière un peu vulgaire, mais en français, à part éventuellement supprimer le N de la négation, mais ça se trouve pas, quoi. Ça se trouve et pas. encore, les éditeurs, souvent, ils disent vous pouvez le faire quand ils sont vraiment énervés, mais quand même, abusez pas trop de ça. Alors en plus, en manga, il y a le fait que 80% du travail est déjà fait, parce qu'on le voit qu'il est énervé. Oui, c'est vrai. Le dessin est là. Donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit dans le langage. Il ne faut pas trop en rajouter. Il faut plutôt en enlever en général. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de rajouter des insultes ou des adverbes ou des exagérations qui sont peut-être dans l'original, et si on écrivait en français, peut-être il faudrait les mettre, mais en traduction, il n'y a pas besoin. Bon, voilà, moi, tout ça, c'est ce que j'appelle traduire en personnage. C'est-à-dire, il faut que le personnage soit crédible, il faut qu'on le voie, il faut qu'on l'entende éventuellement, et c'est pas
C'est pas le nombre d'adverbes qu'il y a dans la phrase originale qui détermine. Je trouve que les dialogues dans les romans japonais, c'est assez compliqué à traduire. Alors, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de traducteurs qui y arrivent bien. Tant que c'est la narration, ça va, et quand c'est un dialogue, je me dis, ah, c'est bizarre, c'est un peu guindé, ça fait pas très naturel. Ouais, je suis d'accord. Donc, je me dis qu'il faudrait peut-être s'inspirer un peu des mangas, même si, bon, il n'y a pas l'image pour apporter l'information en plus, mais... Oui, je suis d'accord. Je crois que ça vient encore de cette grosse comment dire, figure derrière, derrière les épaules des traducteurs qui disent il faut, c'est pas marqué, ou au contraire, c'est marqué comme ça. Donc il faut traduire comme ça. Et donc ils traduisent des mots. On ne traduit pas des mots. On traduit des personnes. Enfin, surtout dans les dialogues. Surtout dans les dialogues. Souvent dans les dialogues, ce qui n'est pas dit est aussi important que ce qui est dit. Dans le choix du discours, dans la réalisation du discours, il y a ce qu'on veut dire, il y a ce qu'on croit vouloir dire et qu'on a mal dit, il y a ce qu'on ne dit pas, il y a ce qu'on croit avoir dit et puis qu'en fait n'est pas passé du tout. C'est très complexe. C'est très complexe. Et c'est ça qu'il faut traduire. Il y a des personnages qui croient avoir dit des choses et qui se sont plantés quelque part. C'est ça qui fait un roman souvent. J'ai l'impression que la littérature japonaise contemporaine est très très forte pour ça. Je pense à une autrice en particulier, à Kawakami Mieko, en particulier à son livre qui s'appelle « De toutes les nuits les amants », qui raconte l'histoire d'une correctrice d'édition. Son métier, elle est correctrice. Et donc, elle a un rapport avec la langue qui est spécial. C'est-à-dire, elle lit toute la journée, elle corrige des textes, et elle n'a... comment dire, elle ne peut rien dire de ce qu'elle a lu. En fait, elle ne lit pas. Juste, elle vérifie. Et donc, elle a une vie très, très, on va dire, terne, parce que justement, elle croit dire des choses, et elle ne sait pas les exprimer, et donc, souvent, on la prend pour quelqu'un d'autre que ce qu'elle est. Et une fois dans sa vie, elle veut envoyer un peu de lumière, et tout le roman, c'est ça. Et ça passe par ce rapport au langage qui est qu'effectivement, il faut qu'elle arrive à avoir une parole sincère. C'est pas qu'elle a une parole hypocrite, c'est qu'elle a une parole qui ne correspond pas à ce qu'elle... Elle dit pas ce qu'elle pense. Si, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui parlent de guérison, des personnages qui n'ont pas pu dire ou faire certaines choses dans le passé et qui espèrent essayer de réparer ça, avoir une deuxième chance. C'est ça. Et bon, alors, Cooper, c'est presque la même chose, mais c'est plutôt un acte, non? C'est pas qu'il a... C'est pas qu'il a dit. C'est un acte qu'il n'a pas fait. Il n'a pas défendu ses copains parce qu'il avait trop peur de prendre trop de boules de neige dans la figure. C'est ça. Il faut se prendre un coup de poing quand même. Après, son problème de langage, c'est la scène avec l'oncle, où il se dit effectivement quel prétexte je pourrais inventer pour leur dire que, ah oui, je vous ai pas défendu, j'ai été lâche, je vous ai pas défendu, donc je suis un... Mais c'était volontaire, c'était parce que... Oui, il essaie d'inventer plein d'excuses qui pourraient sortir pour sauver de cette situation. Ça, c'est assez marrant, et je trouve que c'est assez moderne. Je pense aussi que c'est ce qui a fait le succès du livre au Japon, mais dans la littérature française, je vois pas beaucoup ça. Un personnage comme ça, bon, des lâches, il y en a. Qui essaient de se trouver des excuses, des prétextes, il y en a plein. Dans Proust, il y en a plein, je trouve. Oui, c'est vrai. Le narrateur, il passe son temps pour aller envoyer quelqu'un demander des nouvelles d'Albertine. Mais oui, c'est vrai. Bon, d'accord. Non, mais c'est pour ci, c'est pour ça, c'est pas du tout pour ça. C'est ça. Tout pour elle. Oui, c'est vrai. Donc, il y a dans le concept de ce livre, il y a l'idée de transmettre quelque chose et puis d'apporter un élément de réflexion à une jeune génération qui
qui est porteuse d'avenir, quoi. Enfin, en gros, c'est ça. Enfin, le titre est vachement important. Le titre, c'est le dernier mot du livre. Je suis absolument certain que c'est pas un présent, c'est un futur. Mais c'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'il faut le mettre au présent, est-ce qu'il faut le mettre au futur? Mais après l'avoir lu, là, c'est plus logique, le futur. Je pense. Je pense. Donc voilà, on vous a donné tout ça à réfléchir. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est ça. Maintenant, c'est à vous, quoi. À vous Oui, de jouer d'une c'est certaine ça. façon. Mais c'est vrai que quand on le voit, on en entend parler. Je veux dire, c'est pas la première fois non plus que le titre est mentionné dans des essais sur la littérature d'avant-guerre, par exemple, ou sur la littérature marxiste, ou sur la littérature prolétarienne japonaise d'avant-guerre, on en parle. Et souvent, les professeurs de littérature français, ils disent au présent. Quand on se pose pas plus la question que ça, le présent c'est ce qui vient en premier. Oui, quand on n'a Ah, pas c'est lu, bien. quoi. C'est sûr. Grammaticalement, puisque c'est la même forme, ça pourrait être les deux. Bon, mais Ou alors quand on lit en étant un lecteur déjà plus âgé, qu'on est déjà installé dans la vie d'une certaine manière. Et, oui. comment vivez-vous? Est-ce que maintenant que vous avez lu ça, est-ce que la manière dont vous vivez, vous êtes toujours prêt à l'assumer? Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec? Est-ce que vous allez changer? Ah, ouais, d'accord. Je pense que les deux fonctionnent, mais le futur est quand même mieux. Alors on peut se poser la question de savoir dans le film de Miyazaki, comment il faudrait le faire. Est-ce que, sans parler du livre, mais dans le contexte du film de Miyazaki, est-ce que ce livre-là, il fonctionnerait mieux au présent ou au futur? Au futur quand même. Oui, je crois. Parce que le personnage principal, ça reste Ça reste un un jeune enfant. garçon C'est ça. qui fait encore une fois, comme souvent dans les films de Miyazaki, il y a une sorte de voyage initiatique. C'est ça. Et puis je crois que dans ce film-là en particulier, Miyazaki il parle à la prochaine génération, quoi. Il parle au futur. Non, il me semble. À la fin, il y a le personnage, une sorte de grand-père qui est peut-être l'oncle, qui est peut-être une figure de Miyazaki. On ne sait pas trop exactement. Qui dit à Makoto, bah, vas-y, t'es pas obligé de reprendre tout ce que moi j'ai fait. Oui, à ta c'est ça, façon, c'est ça. Donc c'est un futur. Oui. C'est bien. D'accord. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres images intéressantes? Par rapport au film de Miyazaki, Oui. moi l'une des images qui m'a le plus frappé, c'est celle de l'escalier. Elle n'est pas exceptionnelle, mais quand je l'ai vue, je me suis rappelé, Descend celui qui descend dans le souterrain? En fait, il y en a plein des escaliers justement Oui. dans le film de Miyazaki. Donc il y a une image d'escalier quand la mère raconte son souvenir qu'elle n'avait pas Aider aidé la vieille dame à monter l'escalier. Finalement, c'est peut-être elle qui avait besoin d'aide pour monter l'escalier, va savoir, d'une certaine manière. Oui. Et je trouve que la charge symbolique de l'escalier est vraiment très importante dans ce film. Il y a tout le temps des escaliers partout. Quand il arrive dans cette maison là perdue dans la nature, il y a une scène assez longue où on voit monter des marches en pierre. Un escalier d'ailleurs qui ressemble un peu à celui de l'image. J'avais pas fait le rapprochement, mais oui. Après il y a cet escalier qui est un peu bouché à un moment donné quand il explore, il y a la tour. Il essaie de rentrer, il voit qu'il y a un escalier mais qu'il ne peut pas accéder encore plus haut. Ça, Et après à la fin il court dans les escaliers avec les perruches qui les poursuivent. Et il y a aussi une autre scène quand il est sorti de sa chambre, il est à l'étage, et il essaie de regarder en bas parce qu'il a entendu sa tante et son père. Il essaie de les espionner un peu, mais on ne voit pas trop parce que lui il est à l'étage et. Comme si chacun vivait un peu sur des plans différents, qu'ils n'arrivaient pas à se rejoindre. Enfin, je sais pas, mais je trouve qu'il y a une charge symbolique de toute façon. Certainement, mais alors ça... Monter l'escalier, c'est prendre de la hauteur, voir les choses sous un autre angle. Bon, moi je dois dire, cette histoire de maison ancienne, en plus
commence par s'enfoncer, il y a une arche qui est à moitié cachée, etc. Et moi, tout de suite, je me suis dit, ah, ça c'est la tour de Bollingen de Jung. Et après, j'ai pensé qu'à ça. J'ai pensé à où est-ce qu'il y a des citations de Jung. Et donc, j'ai peut-être pas vu assez. Il y a peut-être plus de. J'ai pas pensé aux escaliers, en tout cas pas ceux qui montent. Il y a une scène avec un escalier d'un temple, enfin d'un sanctuaire shinto. Ah, ça ressemble un peu à ça au tout début quand il arrive. Les grands escaliers en pierre, c'est exactement la scène de la mer, effectivement. Et c'est quand j'ai vu cette image. C'est vrai que quand j'avais juste lu le livre, j'avais pas fait sans l'image, j'avais pas fait le rapprochement. Mais oui. en voyant l'image, si. Ah ben, bon, des escaliers en pierre, il n'y a pas besoin que ce soit celui-là, mais c'est peut-être pas un hasard. Mais je disais bien ces illustrations, je trouve qu'elles vont bien avec l'esprit du livre. Ils ont un côté très simple, très naïf. Les petits quand on les voit, ils se ressemblent un peu tous. Finalement, il n'y a pas tant de distinction entre eux. On n'est pas capable de dire, bah, tiens, lui c'est tel personnage, lui c'est un tel. Mais il y a quand même des petits détails, et justement parce qu'il n'y a pas une masse de détails qui noieraient le tout. Enfin, les petites marques distinctives, elles ressortent d'autant plus. Par exemple, je sais plus, il y en a un, on les voit les 4 amis de dos, il y en a un qui est plus petit que oui, celle-là. Un qui est plus petit, un qui a un pantalon blanc et. Donc le plus petit c'est Copper, c'est ça? Certainement. Celui qui a un pantalon blanc, c'est qui? Non, je sais pas. On n'est pas capable de le dire comme ça, mais on voit qu'il y a des. Qui sont quand même pas tous pareils, qu'il y a quand même des différences entre eux. Il y en avait une autre que j'aimais bien, c'est le moment où Copper il se retrouve face à ses amis qui sont venus chez lui après la dispute. C'est juste au moment de la réconciliation. On voit tout seul face à ces 3 silhouettes noires, un peu l'appréhension que les films qui peut se faire dans sa tête. Et en fait, on ne sait pas si leurs visages sont aimables, souriants ou s'ils sont fâchés. Oui, c'est l'instant où il joue sa vie. Oui, c'est ça. Et il y a les choisis qui grillagent un peu comme une prison, mais en même temps, on a l'impression que l'espace est fermé et pourtant il est ouvert. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on aura pu vous donner quelques clés pour mieux comprendre et vous comment vivrez-vous. Je suis désolé pour le son, il y avait une affreuse ventilation dans la pièce et j'ai pas réussi à la retirer complètement. Comme vous avez pu le constater, on est de parfaits amateurs en matière de vidéo. Mais on sait que c'est pas forcément très marrant d'écouter 2 personnes parler pendant 1 heure d'un bouquin que vous avez peut-être même pas lu. Donc on va essayer d'autres choses, il y a d'autres formats qui vont arriver par la suite. En attendant, n'hésitez pas à laisser votre avis sur ce livre dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et peut-être à bientôt.